Ensemble. Et petite une anecdote, Joël, mais parce que tu n'oses pas te raconter, mais moi ça me fait beaucoup rire parce que Joël a toujours été une militante aussi, c'est vrai. Elle était à l'UNEC, l'Union nationale des étudiants communistes. Comme d'autres. Ben, elle est restée logique, elle est restée à gauche, mais elle a évolué, mais il y en avait d'autres, c'est très marrant, hein, mais on se souvient de Philippe Lambert, UNEC aussi. C'était le même, tu l'as connu aussi, toi? Lui, quand je rappelle qu'il était à l'Union nationale des étudiants communistes, il dit non, mais tu ne devrais pas dire ça, parce que pas beaucoup le savent. Et excuse-moi, il est un peu dans le monde des affaires aujourd'hui. Il y avait aussi Jean-Paul Lacombe, un homme très intelligent, l'avocat président du Football Club liégeois, du Royal Football Club liégeois, mais lui, il est devenu aussi avocat dans un bureau d'avocat d'affaires, mais lui n'en a pas honte d'avoir été. Mais il y en avait d'autres. Serge Francotte, il est devenu CDH, lui. Ah ouais, c'est prof de musique et de religion et du CDH. Ben, moi j'ai eu avec des amis comme Alain Bolly de Wanze, comme Marc Bolland, qu'est-ce qu'il y avait encore là, Jacques Bragard à l'époque, Philippe Lallemand chez Etias. On a recréé les étudiants socialistes de l'Université de Liège en 1983. Et donc voilà, c'est des souvenirs que je voulais un peu partager avec vous. Et puis on étudiait d'abord, hein, c'était d'abord ça qui était important. Bref, aujourd'hui le thème du jour, c'est vrai dans une semaine un peu difficile, très difficile, c'est l'Europe à la croisée des chemins. Mais ça, il y a 10 ans que je parle de l'Europe à la croisée des chemins, sauf, ça va le micro, sauf qu'aujourd'hui, on est plus qu'à la croisée des chemins, on est en train de s'enliser dans une voie qui n'est pas une voie d'espoir pour l'Union européenne. Mais je vais peut-être revenir en arrière. Quand l'Europe fut créée, bon, on peut encore le rappeler aujourd'hui, ce n'est pas trop ringard de le dire, mais c'était quand même pour tourner le dos à des années de guerre entre les belligérants européens, où l'Europe a toujours été un champ de bataille au fil des siècles, entre différentes puissances. Alors la France et la Prusse, devenue Allemagne, totalisent beaucoup de batailles. Quand on y ajoute l'Angleterre, le Royaume-Uni, mais aussi toute une série d'autres pays, c'est clair, l'Italie morcelée, qui n'était pas un pays jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, effectivement, Europe, champ de bataille. Et les gens qui étaient enfants il y a une centaine d'années ont vécu 2 conflits mondiaux avant d'arriver à l'âge d'adulte affirmé. Et donc, clairement, l'Europe a quand même permis de tourner le dos à ça, et de faire en sorte que sur le territoire, il n'y ait plus de conflits. On essaye de plus se taper dessus et de partager les ressources. Il y a eu d'abord l'Europe du charbon et de l'acier. C'est vrai qu'elle a toujours eu à se construire en priorité sur des thèmes économiques. Il y a eu le charbon et l'acier. Songez qu'aujourd'hui, encore une des plus vieilles politiques européennes, intégrées, décidées au niveau européen, c'est la politique agricole commune, encore aujourd'hui, que toute une série d'autres politiques ont été influencées par l'Union européenne, et qu'il y a eu des beaux succès. Airbus est un beau succès, que sais-je, il y a eu quand même aussi une période de prospérité affirmée, mais aujourd'hui, on vit quand même une période particulière. Si je reviens plus près de nous, mais encore dans le passé, tu as mentionné que c'était mon 3e mandat, effectivement, je suis devenu député européen en 2004. Et j'ai l'impression que cette période-là que j'ai vécue, moi, en arrivant au sein des institutions, 2004-2006, c'est un tournant dans l'histoire de l'Union européenne. Pourquoi un tournant? Parce qu'on a vécu d'une part le plus grand élargissement jamais enregistré auparavant, puisque l'Europe a toujours vocation à s'élargir. Elle a commencé à 6 pays, dont la Belgique, et puis ce fut 9 en 73, puis 10 en 81, puis 12 en 86, puis 15 en 95, et puis on passe à 25, et c'était en 2004. Et puis 27 en 2007, et puis 28 avec la Croatie, le dernier arrivé. Mais le plus grand élargissement, c'est 2004. Et dans la foulée de l'élargissement et de l'entrée légitime de pays qui avaient vécu dans le bloc de l'Est auparavant, pour la plupart d'entre eux, y compris les pays baltes, et puis il y avait Malte et Chypre aussi, mais c'est les pays essentiellement du bloc sous la domination de l'Union soviétique. On pouvait comprendre que le mur de Berlin ayant chuté, étant passé par là, ce sont des Européens, allez, élargissons l'Union européenne. Le sentiment était louable. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On digère très mal cet élargissement parce qu'il n'a pas été organisé de manière optimale. Pourquoi?
Et je reviens à 2004-2006, parce que dans la foulée de cet élargissement, l'Europe fonctionne par des budgets annuels, comme les communes, comme les États, mais nous décidons des perspectives financières pour 7 années à l'avance, période septennale. On fixe la contribution de chaque État membre, et on dit ce sera autant du PIB, du produit intérieur brut. Songez qu'avant 2004, avant 2006, la contribution de chaque État au budget de l'Union, c'était 1,24% de son PIB. 1,24%. Et qu'en arrivant en 2006, on examina les perspectives financières pour 2007-2013. Aujourd'hui, nous sommes dans la période des perspectives 2014-2020. 2006-2013, je me souviens très bien de M. Barroso dire, président nouvellement désigné de la Commission européenne, dire qu'on ne pourra pas faire en dessous de 1,14. Ce serait impossible de faire des politiques à la hauteur des attentes en dessous de 1,14, parce que les États membres voulaient diminuer. Là, le Parlement n'a pas son mot à dire, c'est essentiel les États membres, le Conseil européen qui décide du budget. Ils sont tombés à 1,04. Moins 0,20%, c'est-à-dire que de 1,24 à 1,04 pour financer toutes les politiques européennes. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent, parce que ce 1,04, retenez qu'à l'époque, ça faisait à peu près 130 milliards d'euros. 1% de la richesse européenne, ce qui est quand même pas mal, d'autant qu'il y a dedans des politiques qui aujourd'hui, c'est bien sûr l'agriculture, qui est toujours un des premiers budgets, avec 38-39%, et puis il y a les politiques... Je ris parce que... Je vais m'arrêter, parce que... Il y a les fonds de développement, les fonds de cohésion, le fonds FEDER, fonds sociaux européens, c'est aussi 38-39%. Donc c'est deux gros budgets. Et ça, c'est un budget de solidarité aussi. Hein, c'est veiller en sorte qu'on développe les régions les moins riches au niveau européen. La Wallonie en a bénéficié aussi, parce que nous étions en dessous de la moyenne. Et donc la Wallonie, et surtout le Hainaut et le Borinage singulièrement, mais aussi la région liégeoise. Hein, les fonds FEDER... J'en parlais encore hier à Serein avec Alain Matteau, c'était 5 millions la première tranche, puis 19 millions la deuxième, et puis 42 millions la troisième, pour rénover notamment tout le bas de Serein. Donc c'est quand même des fonds européens qui arrivent et qui permettent de faire des choses intéressantes dans les villes. Et les centres de formation, ceux qui connaissent le Forum, tous les centres de compétences ont été notamment financés par des fonds européens. Bref. Quand on décide que c'est un 0,4, tous les gens de l'Est sont fâchés. Ils disent, mais quoi? On arrive dans l'Union européenne, vous baissez votre budget alors qu'on vient et qu'on a besoin de la solidarité pour développer nos régions, nos pays, tous à un niveau inférieur à la moyenne européenne. Et là, c'est là que je vois une rupture, parce que il y a une responsabilité, je parlerai en langage franc, il y a des responsabilités aussi de la gauche avant de ne pas avoir avancé sur l'Europe sociale, avancé sur une tentative d'harmonisation de la fiscalité, et aussi de faire monter les minima sociaux dans les pays où c'était à l'Europe des 15, ça aurait été moins difficile que maintenant. On ne l'a pas fait, alors qu'à l'époque, les socialistes et sociodémocrates étaient majoritaires dans l'Europe des 15. On était à 12 gouvernements, ou 13 à participation socialiste et social-démocrate. On ne l'a pas fait, je ne sais pas, les regrets sont stériles de toute façon, en période de prospérité peut-être, on ne pensait pas que ça allait être aussi dur, qu'il allait y avoir des contre-coups. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en 2006 plutôt, quand cette baisse de budget fut décidée, Barroso a dit à tous les pays de l'Est, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, on va baisser la participation de chaque État membre, mais vous allez pouvoir bénéficier d'un marché intérieur où vous serez hautement compétitif. Non, mais ça veut dire quoi ça, hautement compétitif? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et on le vit aujourd'hui. C'est les travailleurs les uns contre les autres, c'est des entreprises de chez nous qui sont contraintes, mais pas toutes, parce que certaines préfèrent utiliser de la main-d'œuvre qui vient d'ailleurs et qui est moins chère, et mettre leurs ouvriers au chômage économique. Et beaucoup de grosses entreprises liégeoises aujourd'hui n'ont plus 500-600 travailleurs. Non, Maury, un fleuron de la région liégeoise, à Maury aujourd'hui c'est 50 travailleurs, et quand il y a un gros chantier, c'est des centaines de sous-traitants qui viennent, ils ne savent même pas où, parce que c'est une boîte qui les recrute en Irlande, mais ça peut être des Portugais, ça peut être des Roumains, ça peut être des Bulgares, ou des faux Portugais qui viennent du Brésil, et qu'on leur met des papiers portugais, que c'est directive détachement des travailleurs, j'en parlerai. Mais ça ne va pas. Donc aujourd'hui, les systèmes sociaux sont en compétition les uns avec les autres, au détriment de ceux qui sont les plus protecteurs,
dont celui de la Belgique, parce que quand vous mettez des ouvriers au chômage économique ici, au lieu de travailler et de cotiser et de rapporter à l'économie et donc et de financer le système de protection sociale, ben, ils y émargent. Ils bénéficient, pardon, de l'aide sociale sans plus contribuer. Et ceux qui viennent de l'extérieur, en vertu de la directive détachement des travailleurs qui est toujours en vigueur depuis 1996 aujourd'hui, ben, le principe c'est que le salaire minimum doit être payé théoriquement aux conditions du pays dans lequel s'effectue la prestation, mais que les lois sociales et les impôts inhérents au travail sont payés dans le pays d'origine, au tarif du pays d'origine ou pas, parce qu'il n'y a pas de contrôle. On commence à faire des contrôles aujourd'hui, ça commence à aller mieux, parce qu'il y a eu des exigences évidemment qu'il y ait cette vérification de paiement des impôts, même si c'est dans un autre pays, mais ça n'est pas sain, parce que cette concurrence, aujourd'hui, joue à plein dans le secteur. Le pire, c'est celui de transport routier, où on peut offrir, j'ai eu la connaissance d'un chauffeur de Verviers à qui on offre un contrat slovaque à 590 € par mois. Mais le type, il a sa femme à Verviers, et il a 2 enfants aux études, comment il va vivre, lui? C'est impossible. Mais les plaques de la société qui était belge jadis, ces plaques sont en Slovaquie ou en Lituanie, et donc forcément, il y a cette distorsion je dirais, de concurrence, en tout cas cette concurrence que j'appelle moi déloyale. La droite européenne n'appelle pas ça déloyale, elle dit c'est le marché, c'est la compétition, et voilà, c'est moins cher, mais... donc, une majorité aujourd'hui est toujours pour ce système de compétition effrénée. Or, aujourd'hui, on sait que ça fait beaucoup de dégâts, notamment dans des pays comme le nôtre, mais aussi la Suède, les Pays-Bas. Alors, le dumping social, c'est pas que des ouvriers qui viennent de l'extérieur, c'est aussi des pays comme l'Allemagne qui l'ont organisé à nos portes. Quand Colreuil, qui a de la viande dans ses étalages, fait aller couper sa viande en Allemagne par des Bulgares ou des Roumains la nuit pour 3 € par heure, et puis que ça revient dans les étalages du Colreuil ici en Belgique, ben voilà, c'est comme ça. Elle n'est pas mauvaise la viande du Colreuil, c'est sûr, mais à quel prix? Et puis ils peuvent être moins chers effectivement que Carrefour ou d'autres, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, il y a des dérives. Et ça, aujourd'hui, on le vit dans le secteur, et je dis du transport, de la construction, mais maintenant de l'aide aux personnes, du nettoyage industriel. Et donc, c'est vraiment problématique. Et l'Europe, de cette compétition effrénée, a été effectivement encouragée, voulue par une droite qui est majoritaire, il faut le dire, parce que ça, c'est vraiment aujourd'hui, non seulement c'est une droite, le Parti populaire européen qui est le plus important au Parlement européen, mais aussi les libéraux, mais aussi les conservateurs et réformistes, et aussi, il faut bien le dire, quelques personnes de chez nous, dont le pays s'en accommode bien. Quand on parle de ça, il y a quelques collègues, maintenant ça commence à, comme il y a du dumping social, comme il y a de l'abus, et qu'il y a des gens qui parfois se blessent sur des chantiers, qui sont évacués sans aucune autre forme de procès. C'est même des pubs où des entreprises d'ici reçoivent des publicités en disant, écoutez, pas de souci, si l'ouvrier se blesse, non seulement il coûte 18 € de l'heure, tout compris, au lieu de 35, je parle de la construction, toute taxe incluse, un ouvrier qualifié ici, 35 € ça coûte. Son salaire plus les charges, 35 € de l'heure. Mais on peut avoir un Polonais à 18. Et les entreprises ne se gênent pas pour faire de la pub et envoyer des fax. On ne fait plus des fax maintenant, on fait des mails. Hein, et alors, il y en a même, j'ai vu une publicité dire, vous inquiétez pas, s'il se blesse sur le chantier, le problème n'est pas pour vous, on l'évacue. Donc il retourne dans son pays, il n'a pas de protection, et il ne travaille plus. Enfin, et donc ça, c'est dramatique quand même, c'est vraiment du bétail. Et donc cette Europe-là, aujourd'hui, essaye de faire des efforts. Moi-même, j'ai été rapporteur sur une directive marché public qui est saluée pour essayer de lutter contre justement ces dispositions. Mais, quand vous faites une directive européenne, il faut encore qu'elle soit traduite dans les États membres. Et j'étais à la Confédération de la construction de Liège lundi, où un chouette gars, Adrien Avance, le directeur général de la Confédération de la construction, Adrien, d'ailleurs très, très calé, hein, il fait une analyse très claire. Il m'a pas surpris parce que je le connaissais bien, donc je sais qu'il sait faire une analyse très claire. Il dit l'Europe a fait son job, on a pris des règles, elle n'a pas tout à fait son job, mais elle a pris des règles pour améliorer les situations en termes de marché public. Mais la transposition au niveau fédéral belge aujourd'hui, c'est un peu à pleurer. Et donc là, le dossier est ouvert, parce qu'il faut pouvoir lutter contre le dumping, contre le prix plus bas, contre les offres anormalement basses, contre les offres qui, ou dès le départ, ou dans le courant du chantier, ne tiennent pas compte du respect normal du droit des travailleurs. Mais j'entre dans une matière, je n'ai pas envie
donner trop de détails, sinon moi j'ai voulu aussi lutter contre la sous-traitance non contrôlée en cascade. C'est fondamental. La sous-traitance, c'est souhaitable pour que les petites PME aient accès à des marchés publics desquels elles se sentent exclues au départ. Mais quand les gares de chemin de fer de Bruxelles étaient nettoyées par des Roumains illégaux la nuit pour 300 € par mois, et comment c'est possible ça? La SNCB qui fait travailler des gens, ben oui, la SNCB a attribué le marché à une grosse société qui ne le fait pas, qui a sous-traité un deuxième, qui ne fait pas, qui a sous-traité à une troisième, et le service fédéral des affaires sociales a mis au jour une sous-traitance de 8 ans cascade. Forcément, le dernier il travaille pour rien, ou qui est exploité, puisque chacun prend une commission, ne travaille pas, le cède à quelqu'un d'autre. Donc limiter la sous-traitance à 1, 2, 3 maximum, si le deuxième est overbooké, bon, il peut avoir de la chance, il a trop de chantier, très bien, ça peut arriver, c'est plus trop le cas maintenant, c'est un troisième qui le fait, mais après on doit tirer l'échelle. Et donc, c'est vraiment des dossiers fondamentaux. Donc je disais, moi j'ai vécu ce basculement de dire de l'Europe des solidarités, où on essaie de tirer tout le monde vers le haut, avec les fonds structurels, où il y avait une prospérité à des degrés divers, les pays étaient quand même aussi différents au niveau de leur évolution, mais il y a quand même eu un mieux-être dans une série de pays, en plus, qui étaient peut-être moins développés par rapport à la richesse moyenne européenne. Mais maintenant, c'est les uns contre les autres. Et ça ne va pas, ça torpille l'idéal européen. Et j'entends beaucoup de gens douter, évidemment, a fortiori, qu'aujourd'hui, toutes les crises qui se passent, on les gère très mal. On les gère très mal, que ce soit la crise de l'euro avec la Grèce, sur laquelle on a fait peser un poids anormalement élevé et inhumain, où finalement on a sanctionné ceux qu'il est facile de sanctionner, les fonctionnaires, les gens les travailleurs, mais pas ceux qui auraient dû être sanctionnés. Et donc, le problème aussi, oui, il faut dire aussi que la Grèce doit aussi changer son système. Il n'y a pas d'impôt foncier correct, il n'y a pas de cadastre en Grèce. Donc, et tous les bâtiments à Athènes, j'aurais déjà dit ça, mais il n'y a pas qu'en Grèce, dans tous les Balkans, le dernier étage, il y a des barres à béton qui dépassent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui n'est pas propre qu'à la Grèce, c'est que tant que le bâtiment n'est pas fini, on ne paye pas d'impôt dessus. Donc c'est un bâtiment de 10 étages, le 11e n'est jamais fini. Et on ne paye pas de taxes, mais les 10 étages, les gens vivent dedans. Et donc la Grèce doit aussi changer ses règles, très clairement, et doit arrêter de dépenser en défense nationale le double, en termes de part du PIB pour un pays de 10 millions d'habitants, c'est le double de la Belgique. D'ailleurs, la Grèce est saluée à un seul endroit au monde, c'est à l'OTAN. On dit bravo à la Grèce, et que les autres pays s'inspirent de l'effort. Ils ont peur des Turcs. Et donc, ils ont toujours... C'est pour ça qu'il faudrait une défense européenne, mais c'est un autre sujet, on en parlera peut-être. Et faire en sorte qu'ils puissent diminuer leurs dépenses en termes de défense nationale pour peut-être l'affecter à d'autres biens ou d'autres services plus urgents pour la population. Mais on a mal géré cette crise au niveau de l'euro, je n'y reviens pas. La crise des migrants, c'est lamentable. Enfin, je veux dire, et quand on dit l'Europe, méfions-nous aussi. C'est qui l'Europe? C'est les pauvres députés européens qui font ce qu'ils peuvent. C'est la Commission européenne qui est parfois critiquable, mais qui, en l'occurrence, sur la crise des migrants, avait proposé quelque chose d'intelligent. C'était la répartition solidaire en fonction des États membres et de leur capacité contributive. Proposition de M. Juncker et Mme Mogherini, qui n'en veut pas. Les États membres, des États membres, qui n'en a pas voulu et qui a même fait opposition à ce mécanisme 4 pays. La Hongrie, évidemment, en tête, de M. Orban, mais aussi, malheureusement, 3 pays du même ancien bloc. La Roumanie, dont le Premier ministre n'est plus socialiste, mais il y était à l'époque, enfin, non, je n'aime pas dire socialiste, social-démocrate. La Tchéquie, même chose, camarade, et la Slovaquie, un faux camarade, M. Fico. Et donc, il y a 3 sociodémocrates et un PPE Orban, quoi, et qui se tiennent, et qui refusent cette solidarité. D'où je dis aujourd'hui que ces pays n'étaient pas prêts à entrer dans l'Union européenne en 2004. Parce que la démocratie, la solidarité, ne savent pas trop ce que c'est. L'ouverture aux autres, le système communiste avait probablement des qualités. Le droit de la femme était probablement reconnu bien mieux dans les pays du bloc communiste que dans d'autres parties du monde. Le rôle de la femme dans la société à des hauts niveaux de responsabilité. Peut-être qu'ils ont trop nié le rôle de l'individu, l'existence de l'individu, qui avait aussi des besoins personnels. Le collectif, c'est bien, mais que le collectif, c'est peut-être démobilisant. Voilà pourquoi ils sont effondrés. Mais clairement,
c'est aussi des systèmes où la peur de l'étranger est plus forte qu'ailleurs. En Calais, par exemple, il n'y a pas que Calais, mais le fait de participer à une décision collective avec la Turquie, plutôt que d'emboîter le pas à Angela Merkel, dont la proposition de départ, évidemment, c'est pas une angélique, Angela. Donc, elle avait évidemment fait une proposition qu'on aurait pu attendre d'un leader de gauche. Et elle n'est pas de gauche. Évidemment, elle obéissait aussi au patronat allemand. Le patronat allemand a besoin de main-d'œuvre. Et il se dit, bah, ces réfugiés syriens, c'est quand même des gens qui fuient la guerre. S'ils fuient et qu'ils ont les moyens de venir en Allemagne, c'est qu'ils ont un peu les moyens, qu'ils sont formés, et que c'est la classe moyenne, en fait, qui fuit. Et qui est probablement, moyennant l'apprentissage de la langue et quelques formations, pourrait être très vite apte à travailler et à être au service de l'économie. Elle a fait cette proposition aussi dans ce cadre-là. Bon, on sait ce qu'il en a été. Personne ne lui a emboîté le pas. Et on voit les résultats aujourd'hui. Les populistes allemands qui sont au sommet, parce que, évidemment, populistes extrémistes en Europe aujourd'hui sont encore minoritaires, mais la situation ambiante me fait craindre le pire. Croiser des chemins, sujet du jour. Qu'est-ce qui va se passer demain? Dans un pays notamment comme la France, où, quand un parti comme le Front National, qui surfe évidemment sur le malheur des gens, n'ont pas de propositions réelles, les propositions qui sont faites sont complètement irréalistes, mais les gens y croient, parce qu'ils ont une déception à cause des attentes créées et par Sarkozy avant, et par François Hollande après, mais il y a une déception, on dit pourquoi pas essayer avec le Front National, c'est quand même dramatique, hein, en tant que démocrate d'entendre ça, mais quand on arrive à 48% dans une région comme le Pas-de-Calais et 45% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est pas exclu qu'en 2017, le Front National soit au présidentiel le premier parti de France. Il l'est déjà aux européennes. Ça me fait craindre le pire, parce que si les Britanniques quittent l'Union européenne, ce serait dommage, moi je dois dire ça à Bruxelles, parce qu'il faut quand même paraître poli. Mais si le Royaume-Uni quitte, le risque est plus grand pour eux que pour nous. Parce qu'il n'a pas un statut spécial depuis le 19 février dernier, le Conseil européen, il a un statut spécial depuis le début, depuis son entrée, par la possibilité que des règles ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle les droits d'opt-out. Que ce soit sur le temps de travail, il y a eu une directive qui devait limiter le temps de travail à 48 heures maximum hebdomadaire, et eux disaient non, on n'est pas d'accord, on veut 65. Mais ils ont eu l'opt-out britannique 65 heures par semaine. Il y a le chèque britannique, ce qu'on appelle le rabais obtenu par Mme Thatcher quand leur économie n'était pas florissante au milieu des années 80. Ils ont obtenu un rabais, c'est-à-dire, comme ils étaient contributeurs nets, ils donnaient plus d'argent à l'Union européenne qu'ils n'en recevaient, ce que la France n'est pas, puisque la PAC en France, c'est une masse d'argent qui retourne en France, et donc la France n'était pas un contributeur net, mais le Royaume-Uni disait « I want my money back », disait Mme Thatcher. On veut contribuer au maximum à ce que l'on reçoit, et donc on ne donne pas plus. Oui, mais aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, alors que l'économie anglaise, ils se vantent de se porter mieux, de rester avec la livre, etc. Ils ne partagent pas les grands projets européens, très peu. Leur conception, c'est d'avoir un grand marché intérieur, c'est tout. Et aujourd'hui, ça se vérifie. Mais le chèque britannique n'est pas revu, malgré la situation qui a évolué. Au lieu de donner 15 milliards au budget européen chaque année, ils n'en donnent que 11,5. Donc ils épargnent 3,5. Et donc ils ne veulent qu'un grand marché. Donc s'ils partent, ce sera plus dangereux pour eux que pour nous, parce que l'Écosse va certainement demander son indépendance, l'obtiendra, et restera dans l'Union européenne. Enfin, peut-être les Irlandais du Nord après, mais ça c'est un autre problème. Mais la France, ce serait quand même compliqué, parce que France et Allemagne, qu'on le veuille ou non, reste un couple qui était plus efficace avec Mitterrand et Kohl qu'avec Merkel et Hollande, ça c'est sûr, mais ça reste quand même un moteur. Si on ne peut pas compter sur un de ces deux moteurs, l'Allemagne qui joue souvent qui est un pays fédéraliste, c'est vrai, européen, mais qui joue d'abord pour elle, pour son industrie. Le dumping social avec le long salaire minimum qui va changer, parce que maintenant va arriver un salaire minimum en Allemagne de 8,5 € de l'heure, c'est un dumping social organisé au milieu de l'Europe, qui fait en sorte que dans l'économie allemande, toute une série de productions peuvent se faire à tarif réduit et être concurrentielles partout dans le monde, et qu'ils ont une puissance industrielle terrible, que ce soit dans l'automobile, même s'ils sont un peu en difficulté chez Volkswagen pour le moment, mais c'est une puissance terrible, mais aussi dans les machines-outils.
l'électroménager, que sais-je. Et donc ils ont quand même des secteurs florissants. Et de fait, je parlais de la France, je peux parler de la Pologne. Aujourd'hui, la Pologne n'a pas le même historique que nous, n'a pas la même réalité économique que nous. La Pologne qui vient de voter, alors je sais que le vote est toujours, il faut le respecter, c'est un vote démocratique, les élections se sont bien passées, bah, ouais, ok. Mais qu'ont fait les Polonais, il faut quand même faire remarquer qu'ils ont remis au pouvoir le parti conservateur de M. Kaczynski, qui sont des gens qui sont eurosceptiques, presque europhobes, dont la première mesure a été d'abandonner la cellule d'intégration de la Pologne dans l'euro, qui critiquent toutes les décisions européennes, qui vont peut-être revenir sur le droit de la femme à disposer de son corps et avoir un accès aisé à la contraception et à l'avortement, mais ils veulent rester dans l'Europe. Parce que l'Europe, c'est quand même un montant dans les perspectives financières 2014-2020, 82 milliards d'euros qui viennent de l'Europe pour la Pologne, et dont ils se servent plutôt bien, puisque les Polonais sont relativement intelligents pour bien utiliser le budget européen, pour développer les régions qui doivent l'être. Et donc il y a deux facteurs, c'est tous les travailleurs qui vont à l'étranger et qui sont courageux, parce que ce n'est pas les travailleurs évidemment qu'il faut incriminer, c'est le système. Ils vont travailler, les devises rentrent dans le pays, plus les fonds européens qui développent le pays, ben la Pologne c'est 3,5% de croissance, on rêverait d'avoir la moitié ici, 3,5% de croissance annuelle depuis 2008. Donc la crise, eux, ils ne l'ont pas vraiment connue, et le chômage qui a diminué dans la même période de 13,5 à 7%, grâce finalement à des fonds européens. Donc l'Europe n'est même pas appréciée dans les pays où elle apporte clairement une plus-value aujourd'hui. Alors là, ça pose problème. On est vraiment plus qu'à la croisée des chemins, il est minuit 5, pas moins 5, et je pense, et je vais conclure parce que je imagine qu'il y a plein de questions, et je pourrais être plus précis, mais il y aura peut-être au hasard des questions, j'essaierai d'être plus précis sur l'un ou l'autre thème, il y aura peut-être d'autres thèmes que je n'ai pas abordés. Mais très clairement, aujourd'hui, je dis qu'il est minuit 5 parce qu'on abandonne les valeurs européennes, on les piétine et on ne réagit pas. Certains pays font des lois aujourd'hui qui sont indignes de l'Union européenne, contraires aux valeurs. La Hongrie, je ne parle même pas des barbelés avec les migrants, c'était honteux de voir ça. Et puis ordre de tirer à vue sur ceux qui franchissaient les barbelés, à balles en plastique, mais une balle en caoutchouc, elle peut tuer un enfant, hein, ou elle peut tuer un adulte s'il le reçoit dans la tempe ou dans l'œil. Hein. Et donc, il y a ça. Mais il y a aussi des lois économiques qui sont abjectes de taxation complètement différenciées, le fait du prince, parce qu'Orban a décidé que 5 secteurs de l'économie devaient revenir aux Hongrois. Les assurances, la distribution, les magasins, je pense qu'il y a aussi l'énergie, enfin bref. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait des lois où il taxe par exemple les magasins en fonction de la surface entre 0 et 40%. Et donc des grandes chaînes comme Auchan, comme Carrefour, qui sont implantés en Hongrie, ils vont peut-être quitter, parce qu'ils ont... Auchan, c'est 800 millions d'euros investis en Hongrie et 6 000 emplois dans le pays. Ils vont peut-être quitter parce qu'il y a une chaîne hongroise qui est plus petite, mais qui paye 0% de taxes, parce que c'est des trucs de 400 mètres carrés ou moins. Et donc tout est fait pour un objectif qui est clairement anti-européen. Et donc là, il y a des plaintes qui sont déposées à la Commission européenne. La Commission européenne, pour l'instant, alors qu'il y aurait une motivation urgente à réagir. La commissaire marché intérieur, c'est Mme Bienkowska, mais qui est un peu amorphe pour le moment. Et donc, on piétine des valeurs, on piétine des règles, il n'y a pas de réaction digne de ce nom. En plus, l'Europe qui profite au pays où, comme dans le passé, à une série d'autres, elle profite encore ici aussi, mais qui profite vraiment à des pays qui en ont besoin et qui n'est même pas salué comme étant, ben, grâce à ça, je dirais, il y a une prospérité, ou en tout cas une économie qui se développe. Ça ne peut plus continuer comme ça, et moi je crois, je ne disais pas ça il y a 1 an, mais je pense réellement que le futur de l'Europe, si on veut le sauvegarder, si on continue comme ça, je donne pas cher de l'Union européenne dans la décennie qui vient. Et si on se ressaisit, peut-être qu'il y a un plan B, mais je ne suis pas dans le secret. Mais le plan B, pour moi, doit être fait, puisqu'on ne peut pas sortir de la situation actuelle avec les règles actuelles. Exclure un pays, c'est impossible. Pourquoi? Parce que il y a l'article 7 du traité qui prévoit qu'on peut examiner un pays qui ne respecte plus le prescrit européen, etc. Et il y a une gradation de sanctions. On retire les aides, et le pire, c'est l'exclusion.
Mais il faut l'unanimité du Conseil. Donc, le pays qui serait mis à l'index, la Hongrie par exemple, son collègue slovaque social-démocrate soutiendra Fico et ne participera pas à cet article 7. Parce qu'il sait que le prochain sur la liste, c'est peut-être lui. Et donc, il faut être solidaire, ceux-là. Ils deviennent des héros en plus dans l'Europe centrale. Et donc, clairement, le plan B, c'est probablement une redéfinition. Ah non, la définition, elle est là. Mais de ce que doit être l'Union européenne avec les valeurs fondamentales et d'un nouveau projet mobilisateur qui crée de la ferveur parce qu'il doit être créateur d'emplois et de donner l'espoir à tous les Européens, notamment les jeunes qui n'en ont pas. Et ça, il y a moyen, parce que ce soit dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables, la dépendance énergétique de l'Union européenne, il y a 5 ans, parce que maintenant les prix ont diminué, donc c'est un peu moins, mais à l'égard du gaz russe et des pays du Golfe, 500 milliards d'euros par an. Il y aurait quand même moyen, par les travaux, que ce soit d'isolation des bâtiments dans l'Europe du Nord, chez nous, notamment, qui peuvent être financés par un tiers payant si le propriétaire n'a pas les moyens de mettre des doubles châssis. Le tiers payant se finançant sur l'économie de carburant que l'autre va faire. Avec une rentabilité, évidemment. Mais ça peut être ça. Parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça relancerait le bâtiment, évidemment, pour autant qu'on ait des règles qui fassent en sorte aussi que si on fait du solaire, ce ne soit pas non plus des panneaux qui viennent de Chine, mais qu'il y ait une économie européenne, qu'on soit un peu, il faut oser le mot protectionniste, je n'aime pas ce mot, mais je dirais pragmatique, intelligent, comme le sont les Américains. Les Américains, moi le TTIP, on en parlera peut-être, me fait très peur parce que les Américains sont malins, sont pragmatiques. Moi qui m'occupe plus d'agriculture, parce que marché intérieur, protection des consommateurs, droit de la femme, c'est vrai, mais en agriculture, le TTIP serait un désastre parce que les Américains ont une politique protectionniste qui est sans commune mesure. L'agriculteur européen aujourd'hui, si le prix du lait tombe, il est à 25 cents maintenant depuis quasi un an, prix de base, en dessous du coût de production. Donc l'agriculteur, il vend son lait à perte depuis un an. Comment est-ce qu'il vit encore? On se le demande. Il a quelques aides européennes, mais qui ne sont pas couplées à sa difficulté. Les États-Unis, si le lait diminue d'autant, pas dire qu'il s'en fout, mais il aura des aides compensatoires du gouvernement. Des aides compensatoires qui couvrent la perte qu'il subit parce que le marché n'est pas porteur. Mais nous, on n'a pas ça. On l'a dans le texte. Il y a des filets de sécurité, mais le filet de sécurité est à 16 cents. Donc inefficace, inopérant. Et donc, les Américains ont évidemment, mais il n'y a pas que les Américains, les Brésiliens, tous les grands acteurs, les Canadiens, ont des systèmes où ils protègent leur activité. Donc il faudrait que l'Union européenne puisse avoir des politiques de redéploiement, mais qui profitent d'abord à l'économie européenne. Et puis il faut faire des échanges, ça c'est sûr. Si on veut vendre des Airbus aux Chinois, il faut sans doute apporter des jouets qui viennent de Chine. Pour autant qu'ils respectent, c'est déjà le cas, 80% des jouets qu'on offre à la Saint-Nicolas sont chinois. Ils doivent respecter normalement des prescrits de normes de sécurité. Donc, je termine en disant que je crois plutôt à un nouveau projet européen, un resserrement de pays qui veulent adhérer à un projet. Et je ne dis pas à 6 pays, il ne faut pas se recroqueviller sur les 6 de départ. Parce que les pays baltes aujourd'hui ne posent pas problème, par exemple. Mais aussi d'autres qui étaient dans l'élargissement, dans les élargissements successifs. Pour autant qu'ils partagent ces valeurs, qu'ils veulent définir un projet et y participer, et participer pas à la carte. L'Europe à la carte, je n'y crois pas. Ça, c'est l'Europe à la mode britannique. C'est pour ça que je ne serais pas triste si les Britanniques devaient quitter l'Europe. Je leur dirais que je suis triste de les quitter. Ça, parce qu'il faut être un peu faux cul parfois. Mais s'ils quittent, c'est un pays qui n'a jamais voulu adhérer au grand projet européen. Et qui encore aujourd'hui, Cameron, c'est encore une honte de certains dirigeants d'avoir accepté pour que Cameron ait effacé. Enfin, Cameron, c'est lui qui a décidé de faire un référendum pour gagner les élections. Il les a gagnés. Mais qui tire son plan. Il n'a pas à nous prendre en otage. Et a notamment exigé dans ce qu'il a obtenu, c'est que le Royaume-Uni ne participe jamais à des grands projets qui pourraient être fédérateurs au niveau européen. Ben alors bye bye, c'est pas grave, on continuera d'aimer la Première Ligue, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Et donc clairement, je dis, peut-être que le Brexit, ça c'est provocateur, pourrait être une chance, parce que si d'autres veulent lui emprunter le pas, mais qu'ils y aillent. Alors que les autres qui restent prennent conscience que le bateau prend l'eau et qu'il faut vraiment le remettre à flot avec un grand projet mobilisateur qui serve à l'économie européenne, c'est-à-dire avant tout à ses
masse de travailleurs, l'armée de réserve. Tu vois que j'ai quand même de beaux restes, hein, Madame de Glin. L'armée de réserve, parce qu'on a quand même lu avec Joël Das Kapital. Hein, c'était le professeur aussi. Ah, Pierre Lebrun. On a lu les 3 tomes. Ah non, moi j'en lis que le premier. On les a lus, hein. Vous êtes très courageuse. Les filles sont toujours plus courageuses. Hein, bon. C'est ça l'égalité, non, la supériorité de la femme. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que les femmes sont majoritaires à réussir des études supérieures. 60% de personnes qui réussissent des études supérieures sont des femmes. Et c'est ça l'injustice de la société, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie des sociétés, publiques et privées, plus elles disparaissent. C'est ce qu'on appelle poétiquement le plafond de verre. Il y en a d'autres qui appellent ça le plancher collant, mais je trouve que l'image n'est pas ragoûtante. Plafond de verre, mais c'est cruel. Les choses changent quand même un peu, mais ça c'est... Bon, s'il y a des questions, j'en parlerai, mais il y a quand même des mesures qui ont été prises pour que ça change. Mais voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, mais l'espoir c'est que quand même il y ait un ressaisissement avec un groupe de pays qui remettent la barque à flot et avancer avec un projet mobilisateur, créateur d'espoir, ça veut dire d'emploi, d'emploi utile, actif pour la société et utile. J'ai parlé des énergies renouvelables, je peux parler d'autres thèmes. Mais voilà, on est quand même mal barré pour le moment, parce qu'il n'y a rien.